Violents incidents tout à l'heure chez Talbot à Poissy, une quarantaine d'ouvriers grévistes et non grévistes blessés. Ronald Reagan à Paris, c'est un grand jour, lui a dit François Mitterrand à la veille de l'ouverture du sommet de Versailles. Dans cette perspective, un sondage d'Antenne 2 sur le moral économique des populations des 7 pays représentés à Versailles. Et puis, en Espagne, lourde peine de prison pour les instigateurs du coup d'État manqué, 30 ans de détention pour les deux cerveaux. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant toute chose, donc, les incidents de Poissy aux usines Talbot. Car ce qui s'est passé là-bas, c'est-à-dire dans l'ouest parisien, il y a 3 heures à peine, paraît grave. Une quarantaine de blessés, grévistes et non grévistes. On sait qu'après Citroën, la CGT, mais aussi la CFDT, ont décidé de porter le conflit chez Talbot. Depuis hier, donc, des grèves dans les anciennes usines Simca. Et puis tout à l'heure, vers 17h30, cette tentative d'ouvriers non grévistes, accompagnant des membres de la direction, cette tentative donc de libération des ateliers occupés, selon la direction, par une centaine de syndicalistes CGT et CFDT. Heure très violent, le directeur du personnel et une quarantaine de grévistes et non grévistes ont donc dû être évacués en ambulance. Ce soir, toujours 4 ouvriers à l'heure actuelle à l'hôpital et le directeur du personnel à l'hôpital des 15-20. La jeunesse du conflit avec Alain Doubesque. Hier soir, 18h30, l'atelier de montage de la Samba que vous voyez sur ces images subit des perturbations importantes, indique la direction de Talbot-Poissy. Elle ajoute, une centaine de CGTistes sèment la terreur afin d'empêcher le travail. Provocation, échange de coups, le ton monte depuis hier. Plusieurs dizaines de blessés cet après-midi, dont le directeur du personnel. La direction de Talbot se dit prête à démontrer la responsabilité de la CGT. La CGT, qui recueillait 26% des voix aux dernières élections professionnelles, rétorque qu'elle n'est pas à l'origine de ces violences. Son but était, dit-elle, de provoquer un débrayage afin de sensibiliser la direction aux revendications des ouvriers de Talbot. Ces revendications sont les mêmes que celles des OS de Citroën, elles ont été acceptées en grande partie. Dialogue de sourds, car pour les dirigeants de Talbot, ces revendications sont nulles et non avenues. Chez nous, dit la direction, salaire, classification et liberté sont les meilleurs de ce secteur. Force ouvrière, pour sa part, déclare que la situation Talbot et Citroën ne sont pas comparables et condamne tous les agissements qui mettent en danger l'activité de Talbot et le maintien de l'emploi. Quant à la CSL, syndicat largement majoritaire avec 52% des voix, mais dont l'indépendance et la représentativité sont contestées par la CGT, elle dénonce les coups portés à l'industrie automobile française par la CGT. Auguste Blanc, le patron de la CSL, va plus loin. Il y a donc là une volonté manifeste de la CGT de déstabiliser et de provoquer la CSL, espérant que nous nous engagerons dans un conflit, ce que nous ne voulons pas. Vous y engagez bien, puisqu'il y a des blessés, des violences. Non, écoutez, moi, si je sors tout à l'heure de cette maison et que l'on me donne une gifle, je ne sais pas comment je réagirai, mais enfin, à la limite, je suis en droit de tenter de la rendre. C'est ce que souhaite la CGT. Nous ne voudrions pas, mais les blessés sont blessés par quoi? Eh bien, par jet de pierre ou de boulon venant de la part de la CGT. La CGT est une organisation actuellement de style terroriste. La CSL vous accuse d'être une organisation terroriste et de vouloir déstabiliser le gouvernement. Il y a d'un côté des travailleurs qui revendiquent l'augmentation de leur salaire, la diminution de leur charge de travail, plus de droits et de liberté. On retrouve chez Talbot ce qui s'est passé voici quelques jours chez Citroën. Il faut, encore une fois, prendre en compte le problème des ouvriers spécialisés en automobile, les régler dans les meilleures conditions, c'est-à-dire par la négociation. Et c'est seulement ce chemin qui permettra d'éviter toute violence. Les provocations ne sont pas du côté des travailleurs, elles sont du côté de la direction. Je viens d'apprendre, par exemple, qu'un atelier de Talbot est assiégé par 2000 manifestants contre les grévistes actuellement et dirigé par des gens de la direction. Eh bien ça, ce ne sont pas de bonnes conditions pour permettre justement d'avancer dans la voie de la négociation. Voilà où on en est ce soir. Je viens d'apprendre à l'issue d'une suspension de séance à l'Assemblée où on a évoqué ce conflit des usines Talbot, que du côté du ministère du Travail, on disait qu'une réunion des parties concernées pourrait avoir lieu demain matin à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, entre donc les pouvoirs publics et toutes les parties concernées par ce conflit. Il y a eu des bagarres, disons, verbales à l'Assemblée à ce propos, du côté de l'opposition, messieurs Toubon et Madeleine, du côté de la majorité, monsieur Ducolonnet, pour le Parti communiste. Jean Auroux, le ministre du Travail, lui a appelé au calme et a regretté qu'un patron, et là je pense qu'il devait viser monsieur Lombard, le PDG de Citroën, qu'un patron appelle lui-même ses ouvriers à la revanche.
À prévoir aussi un climat social assez lourd chez Boussac, Saint-Frère. Le PDG vient en effet d'annoncer il y a quelques minutes les premières décisions prises par le comité central d'entreprise. Il parle de 1300 emplois menacés et d'environ 600 licenciements économiques. Les premières réactions syndicales sont très dures à l'annonce de ce plan de restructuration. Un déjeuner avec Ronald Reagan, un dîner tout à l'heure avec Ronald Reagan. L'agenda de François Mitterrand aujourd'hui était, vous le voyez, on ne peut plus américain. C'est un grand jour, a dit ce dernier en recevant le président des États-Unis. C'est en effet la première fois que le président Reagan venait à titre officiel à Paris pour assister bien sûr au sommet qui s'ouvre demain à Versailles. Édouard Laure, notre correspondant à Washington, l'a accompagné et suivi toute la journée. 2h moins quart cet après-midi donc pour un déjeuner à l'Élysée, une heure un peu inhabituelle, fixée en raison du décalage horaire. Il était en fait 8h moins quart du matin pour Ronald Reagan. Un président américain parfaitement détendu, accueilli sur le perron de l'Élysée par François Mitterrand. Les deux chefs d'État en sont à leur 5e rencontre en un peu plus d'1 an. L'entretien qui a suivi le déjeuner a duré un peu plus d'1 heure, avec comme thème principal bien entendu la préparation du sommet de Versailles, mais avec cette particularité qui a pu faire qu'ici à l'Élysée, François Mitterrand s'est fait un peu le porte-parole de l'Europe et de ses problèmes face à un président américain qui va chercher avant tout à convaincre son interlocuteur d'aujourd'hui, comme ceux de Versailles dès demain soir, des engagements de la politique économique et stratégique américaine. Demain commenceront les travaux de la conférence des sommets, le sommet des pays industrialisés. Aujourd'hui, c'est davantage une journée franco-américaine. Now, how was the food? Sam, how would the food be? Delicious. We're in Paris. Les deux chefs d'État vont se revoir ce soir à l'ambassade américaine cette fois. Et si du côté américain comme du côté français, on prend bien soin de préciser qu'il ne s'agit pas d'un avant-sommet, on peut en tout cas remarquer que ces deux rendez-vous à la veille de Versailles concrétisent parfaitement les rapports très étroits qui se sont instaurés depuis quelques mois entre Paris et Washington. Ce sommet, parlons-en avec tout d'abord un sondage réalisé spécialement pour Antenne 2 par l'IFOP. Il s'agissait en quelque sorte de sonder les reins et les cœurs des opinions respectives des 7 pays qui participent au sommet de Versailles. Et vous allez le voir avec Georges Bortoli, les résultats sont très intéressants. Ce qui me frappe dans ce sondage, c'est qu'il y a vraiment 2 blocs d'opinion. Il y a d'un côté les pays européens et le Japon où l'on a des sensibilités vraiment assez voisines, si vous voulez, une même façon de voir la vie. Et puis il y a un deuxième bloc qui sont les États-Unis tout seuls. Alors, première question qui était posée donc dans les 7 pays du sommet, est-ce que vous faites confiance ou pas à votre chef d'État ou à votre chef de gouvernement pour vous représenter ? Le meilleur score, 76% des Anglais font confiance à Mme Thatcher. Apparemment, la fermeté pour les Malouines, ça paye. Et puis, il y a M. Schmitt, 69%. Et puis, M. Mitterrand, 57% des Français lui font confiance pour Versailles. Et puis, derrière, M. Reagan, 55%, etc. Deuxième question, maintenant, qu'est-ce que vous pensez de la politique économique de votre pays? Est-ce que c'est la meilleure possible? Alors là, la réponse n'est pas très rose en général. Il n'y a guère que les Américains qui, à 37%, c'est encore assez honorable, disent oui, la politique économique de Reagan, ça n'est pas mal. Et alors, pour tous les autres, il faut passer à la ligne du dessous, c'est-à-dire pourrait faire mieux. Hein. Et vous voyez, en Allemagne, ça monte même à 80%. Question suivante, là on affine un petit peu l'approche du problème économique. Contre quoi faut-il lutter d'abord? Est-ce qu'il faut lutter d'abord contre le chômage, c'est l'option de M. Mitterrand, ou bien est-ce qu'il faut lutter d'abord contre l'inflation, la hausse des prix? Alors là encore, les Américains isolés, ils disent oui, Reagan a raison, il faut lutter d'abord contre la vie chère. Hein, et puis avec le chômage, ben, ma foi, on s'arrangera. Et toutes les autres opinions donnent priorité au chômage. Question suivante, les technologies. Vous savez, les fameuses technologies modernes, l'ordinateur, les microprocesseurs, la télématique, tout ça, ça supprime des emplois. Donc c'est dangereux. Ou bien ce n'est pas dangereux, ça peut même nous aider à en sortir. Alors là, encore, les Américains sont différents. Ils pensent qu'il n'y a pas de danger à 55%. Et tous les autres sont, ma foi, il faut l'avouer, un petit peu passéistes. Ils pensent que c'est un danger, la technologie moderne. Sur quel fond international tout cela? Est-ce que le danger de guerre a augmenté? Réponse pessimiste. 40% des Allemands, 41% des Français pensent que le danger de guerre a augmenté. Et les autres, c'est plus fort encore, c'est souvent plus de la majorité des gens.
Voilà, il y a beaucoup d'autres questions et réponses, notamment cette question un petit peu pointue. Quel est le participant qui va créer le plus de problèmes à votre représentant, à vous? Alors pour les Américains, c'est M. Mitterrand qui créera le plus de problèmes à M. Reagan, mais pour les Français, c'est Mme Thatcher qui sera la partenaire la plus difficile pour M. Mitterrand. J'abrège, évidemment, j'abrège parce que demain, vous trouverez l'intégralité de ce sondage Antenne 2 IFOP dans Le Matin, tous les tableaux, tous les commentaires, demain matin dans Le Matin. Arrivée donc de Ronald Reagan hier soir, le Premier ministre japonais, lui, est attendu dans quelques minutes à Paris, les autres délégations s'échelonnant dans l'après-midi de demain. Et c'est à 19h que tous se retrouveront pour un premier entretien informel suivi d'un dîner. Voilà pour la partie officielle de cette première journée. Les dessous de Versailles, nous allons maintenant les découvrir avec Corinne Pertuis. Mot d'ordre omniprésent avant même l'ouverture du sommet, la sécurité. 3000 policiers, gendarmes et CRS patrouillent en permanence, 67 escaliers, 350 cheminées et 500 pièces. Fouille systématique de tous ceux qui préparent le plus activement le sommet, c'est-à-dire les ébénistes, traiteurs, fournisseurs et jardiniers. Opération de prestige oblige, plus de 3000 journalistes seront présents à Versailles. Groupe le plus nombreux de cette réunion intime, ils représentent par là même le plus grand danger. Pour ne pas être débordés, les organisateurs leur ont réservé la magnifique serre de l'Orangerie, prison dorée où la presse aura tout sous la main. 300 lignes de téléphone et 90 téléx se mêleront aux vestiges du grand siècle. Chaque pays disposera d'une salle de réunion et de travail, et pour la première fois, on recourra à la télématique pour un sommet. Coût de l'opération pour les PTT et TDF, 2,5 millions. Quant au coût global du sommet, officiellement, pas trop cher. On a profité de l'occasion pour activer les travaux de restauration, prévus de toute façon. Au cœur de ce dispositif, le château lui-même, enfin inaccessible. Le service de déminage est passé une dernière fois aujourd'hui. Il n'est plus question de visiter ni la chambre du président Reagan, où dormit également Napoléon, ni la galerie des glaces, où le dîner de clôture sera donné dimanche soir, ni la salle du Sacre, où travailleront les chefs d'État et leurs délégations. Il est même formellement interdit de survoler les lieux. Les services de sécurité y veilleront par tous les moyens, y compris la DCA. Deux déclarations de ce que l'on appelle les partenaires sociaux avant Versailles. Pour Yvon Gattaz, qu'il dit dans Paris Match, le chômage constitue le problème mondial numéro 1. La France, dit le président du CNPF, a fait un choix risqué en voulant faire cavalier seul dans sa politique économique. Et puis pour la CFDT, Versailles ne doit pas être une simple réunion du club des riches. 3 priorités chez les peuples du monde entier, dit la centrale syndicale, l'emploi, la paix et le désarmement. Enfin, il faut savoir qu'à la bourse de Paris, le dollar a légèrement baissé. Il est revenu à 6 francs 19, les valeurs françaises étant, comme on dit, sur la défensive. Voilà pour Versailles. Tout de suite, une petite parenthèse pour revenir sur les incidents de Talbot dont je vous parlais en tout début de journal. Ce sont finalement 41 blessés qui ont été admis à l'hôpital de Poissy, 37 non-grévistes et 4 grévistes. Le directeur du personnel n'est finalement pas allé à l'hôpital des 15-20, mais à l'hôpital de Poissy. Il est gravement blessé à l'œil. Il est actuellement sur la table d'opération et je vous confirme ce que Daniel Brem nous laissait entendre tout à l'heure. Le ministère du Travail convoque d'urgence pour demain matin une table ronde, une rencontre des différents partenaires sociaux. Vendredi matin, cela se passera à la sous-préfecture de Saint-Germain. Et tout de suite, cette enquête de Dominique Torres et d'André Sora sur ce climat inquiétant en Corse aujourd'hui. Un climat révélé par l'assassinat de 2 Nord-Africains la semaine dernière à Ajaccio. Alors, pouvait-on dans ces conditions parler de racisme de la part d'une population tout entière ? Il n'y avait hier que quelques dizaines de personnes pour participer à une manifestation de protestation. En tout cas, la communauté arabe a peur. Le problème, c'est que nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes toujours à eu peur, nous ne sommes pas en sécurité, dans la route, dans les magasins, n'importe où. Ça fait longtemps que vous avez peur comme ça à Ajaccio? Oui, ça fait un peu longtemps, mais maintenant, ça fait 7-8 jours, ça devient un peu plus pur qu'avant, que d'habitude. Brimades, menaces, insultes, chacun de ces hommes a une histoire pénible à raconter. Du sarcasme des enfants au pur et simple ratonnage. Aussi, coup de téléphone anonyme, chez la responsable du MRAP. La prochaine fois, lui dit-on, c'est ton tour. Combien sont-ils de Maghrébins à Ajaccio? 4000, 5000 selon la préfecture.
16 000, 22 000 même, selon les Corses, qui soudain les voient partout. Population laborieuse, paisible, où la délinquance est faible, au dire même de la police. Les Arabes sont ici souvent rejetés, détestés, accusés de tous les maux du pays. Je suis contre les envahis, tout simplement, les plus chez nous. Il suffit qu'ils soient comme tout le monde. Mais ce sont des gens qui ne sont pas comme tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez dire? Comment? Qu'est-ce que vous voulez dire? Monsieur Casalangue vous l'a dit, parce que monsieur s'appelle Monsieur Casalangue, il vous l'a dit, S'ils arrivent chez lui, qui sont sous et qui sont sales, qu'est-ce que vous voulez faire? Il a quand même une certaine clientèle à garder, à tenir. Si son café demain, on ne vient plus, nous, pendant qu'il y a ces gens-là dedans, eh ben, c'est Monsieur Casalangue qui va faire. Alors moi, on m'a dit, un patron de café m'a dit, le problème c'est que les autres ne veulent pas boire dans les mêmes verres. Ça dépend de l'individu. Ça dépend de l'individu. Et ça, ils exagèrent un peu quand même. Mais je vous dis, ça dépend de... Parce que c'est dur de faire travailler les gens. Enfin, soyons... Vous dites on a besoin d'eux, vous êtes conscient que vous en avez besoin. Moi, j'ai pas dit, mais voilà, j'ai pas dit qu'on a besoin d'eux. Et donc, à partir d'où ils viennent. Vous pensez que vous pouvez vous débrouiller économiquement? Le corps, c'est-à-dire n'a qu'à se mettre au travail. Ouais, c'est tout, voilà. Ce que nous avons peur, c'est de l'escalade. C'est-à-dire, bon, un maillot bien, 2, 3, 10, 20, bon, finalement, nous ne voulons pas nous mélanger à ces gens-là. Et je pense que c'est justifié parce que nous voulons rester corse, tout simplement. On n'a pas... Sans être raciste, bien entendu. Avec une caméra camouflée au loin, j'ai pu assister à l'arrivée de 2 Maghrébins dans un café. Regardez bien le geste du patron. File, t'as 5 secondes pour partir. Cette scène, je l'ai vécue à plusieurs reprises dans des cafés pris au hasard. C'est vrai partout, sauf dans les quartiers qui leur sont réservés. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous jettent comme ça? Non, il y avait dans des fois, ils veulent me frapper, voilà. Dans des fois, le plupart, ils veulent me frapper. Il y avait des gens qui veulent me frapper là-bas. Et ils vous disent, partez, allez, vous allez... Ils vont me dire tout de suite. Allez, part, sinon je vous donne un coup de... un gifle, n'importe quoi. Il y avait presque le plupart aussi, il m'a dit... Je tire un coup, voilà, sur le plupart. Je tire un coup, comment? Oui, un coup de pistolet, ouais. Si tu pars pas, je tire un coup. Si tu pars pas, je tire un coup de pistolet, voilà. Quand ça vous arrive à tous d'avoir des brimades ou des gens qui vous disent des choses, est-ce que vous vous battez avec eux ou qu'est-ce que vous faites? Non, on se bat pas, on répond pas, on réagit même pas, mais on fait rien du tout. On essaie toujours de sortir sain et sauf. Et la police dans tout ça? La police, on se plaigne souvent, mais la réponse est toujours pas tellement suffisante. Je ne peux pas vous dire plus. C'est pas tellement assez pour nous, parce qu'on se plaigne, mais toujours c'est pareil, toujours la même réponse, on va voir, et puis c'est tout. Certains appellent ça le marché aux esclaves. Il est 6 heures du matin. Les immigrés s'assemblent en attendant des voitures qui les ramasseront pour travailler au noir. Une journée, une semaine, peut-être un mois, au bon vouloir du patron. Pour un Arabe, impossible de trouver un logement décent en ville. Alors c'est ici qu'ils doivent vivre. Expliquez-moi ça. Hier, vous m'avez tous dit, on ne veut pas qu'on nous voie, parce qu'on a peur. Je comprends bien ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez pris la décision, en fait, tous ensemble, de dire, bon, d'accord, on accepte d'être vus? On accepte. Je réponds à votre réponse, parce que nous aussi, on est des Arabes, mais on a notre dignité. Mais on ne va pas rester on n'est pas des esclaves. S'ils n'ont pas besoin de nous, vraiment, s'ils ne veulent pas s'occuper de nous, ils n'ont qu'à nous dire 2 choses, qu'ils n'ont pas besoin de nous, qu'on se aille d'ici. Voilà, ceci dit, il paraît difficile d'associer toute la population corse au geste de quelques désaxés. Politique, un accord de principe du Premier ministre au bas du rapport de Barge sur le statut d'élu local et surtout la limitation du cumul des mandats. Le travail du président du groupe socialiste du Sénat n'engage que lui, mais Pierre Mauroy a apprécié ces propositions qui permettent de moraliser davantage la vie politique.
Pierre Mauroy qui finalement n'a pas rencontré, comme on l'avait dit, cet après-midi, l'état-major du Parti Socialiste. La rencontre gouvernement PS est reportée après la conférence de presse du chef de l'État le 9 juin. Pierre Mauroy qui enfin fait paraître aujourd'hui ce livre, c'est ici le chemin, c'est un livre suivi d'une annexe très synthétique sur l'état d'avancement des 110 propositions du candidat François Mitterrand pendant la campagne électorale. Paul Naon, comme chez Bernard Pivot. Polémique autour de la découverte d'un charnier en Algérie. 936 cadavres algériens accusent la France. Vous le voyez, titré ce matin en première page le quotidien Libération qui a enquêté à Kenchela, dans les Aurès. C'est la preuve, écrit le journal, que pendant 6 ans, de 56 à 62, les militaires français se sont livrés à la torture et à la liquidation des combattants de l'armée de libération algérienne et de la population civile. Ce que conteste déjà très violemment le mouvement Recours, qui regroupe des Français rapatriés d'Algérie. Il est scandaleux, dit le Recours, de laisser ainsi traîner dans la boue la mémoire de l'armée française. Une manœuvre tragique hier au camp de la Courtine, dans la Creuse. Un élève sous-officier a été tué et 5 autres blessés au cours d'un exercice de tir. L'arme, une mitrailleuse, a pivoté autour du tireur qui en a perdu le contrôle à la suite d'un incident technique. Nous allons maintenant parler de Leïla Chalabi, cette jeune Algérienne de 20 ans qui avait été enlevée par sa famille la semaine dernière, l'arme au poing en plein lycée technique de Meaux. Une famille qui l'avait séquestrée à Mulhouse. Eh bien, hier, Leïla a choisi la liberté chez des amis à Paris. Elle s'est enfuie de Mulhouse et elle nous parle tout en souhaitant, pour les raisons de sécurité, ne pas dévoiler son visage. Le 27 avril, Leïla Chalabi, cette élève studieuse préparant un BTS de secrétaire de direction, est enlevée de force ici, au lycée technique de Meaux, par sa famille, qui refuse qu'elle vive seule et travaille comme une Française. Depuis, et malgré l'efficacité et le dévouement des élèves du lycée, qui ont tapé à toutes les portes pour l'aider, Leïla vivait à Mulhouse chez sa sœur et semblait avoir renoncé à se battre. C'est-à-dire que je ne faisais pas marche arrière, c'est que j'avais l'impression que maintenant il fallait que je compte sur moi-même et que j'aurais plus d'aide autour de moi. Et donc il fallait que je calme un peu mes parents, que je donne l'impression que je m'arrêterai là. Mais je n'ai jamais voulu revenir sur mes pas de toute manière. Mais pourquoi dites-vous que vous n'aviez qu'à compter sur vous-même? Vous avez des amis qui ont été d'une fidélité inouïe. C'est-à-dire que je ne voulais pas qu'ils s'en mêlent parce que j'avais peur un peu pour eux et je voulais m'en sortir seule. D'ailleurs, avec l'aide d'associations féministes et maghrébines, le 28 mai, Leïla prend le large. Depuis, elle se cache, mais elle est libre. Alors à ce moment-là, nous avons, avec un groupe d'Algériennes et d'Algériens, organisé, je ne dirais pas un commando, mais en tout cas un groupe de personnes qui est allé à Mulhouse, où Leïla avait été emmenée, pour l'aider à partir et pour la prendre en charge, aussi bien sur le plan matériel que de son logement. Juridiquement, quels sont ses droits maintenant ? Leïla est majeure, donc elle bénéficie des droits que bénéficient toute citoyenne et tout citoyen sur le territoire français. Seulement, la grosse difficulté pour nous, c'est qu'elle est tout de même l'objet de menaces de sa famille. Alors, nous pensons qu'il ne faut pas demander à Leïla de porter plainte contre sa famille, et d'ailleurs, elle ne le veut pas. Est-ce que vous avez quelque chose que vous avez envie de dire à vos parents? S'ils vous écoutent, qu'est-ce que vous voudriez leur dire là maintenant? Ce que j'aimerais leur dire, premièrement qu'il n'existe pas d'enfants qui détestent leurs parents et que de quelque manière qu'ils agissent, il y a une raison bien concrète et souvent c'est par amour pour leurs parents également. Parce que moi j'ai toujours décidé de faire ce que mon père a toujours attendu de moi, c'est-à-dire avoir une place dans la société beaucoup plus élevée que celle qu'il avait lui, pour faire un peu honneur à la famille algérienne en France. Au Malouine, chacun retient son souffle. Nouveau répit à Port Stanley, face à face 16 000 soldats argentins et britanniques, en attendant l'ordre d'attaque qui viendra de Londres. Les Britanniques ont envoyé sur la capitale des tracts appelant à la reddition. Le Guatemala, de son côté, a offert à l'Argentine un contingent de 350 soldats. Enfin, l'envoyé spécial du Figaro, Jacques Le Singe, expulsé de Buenos Aires, est arrivé aujourd'hui à Paris. Les Argentins lui reprochent, je cite, la divulgation de nouvelles pouvant porter atteinte à la sécurité de l'État.
Turquie, libération de l'ancien Premier ministre Bülent Ecevit, qui lui aussi curieusement était accusé de propagation de fausses nouvelles. Voilà comment on règle les gêneurs. Enfin, l'Espagne, un verdict très lourd de la part des militaires qui ont condamné 2 des leurs à 30 ans de réclusion, vous voyez l'annonce du verdict, pour avoir été à l'origine du coup d'État manqué il y a 1 an et demi. Il s'agit du lieutenant-colonel Terrero et du général Milan del Bosch. Le commentaire de Paul Nau. Oui, je crois d'abord qu'il faut dire que ce verdict constitue une date tout à fait historique pour l'Espagne, je dirais même plus pour la démocratie espagnole. C'est en effet la première fois que des militaires et de très haut niveau, pas n'importe lesquels, un lieutenant-colonel, 2 généraux, sont condamnés par des militaires, c'est-à-dire par leur peine, à des peines de prison extrêmement lourdes, et pour 2 d'entre eux, Milan del Bosch et le colonel Terrero, à la peine maximum prévue par le code militaire civil. Alors ce verdict va satisfaire une grande partie de l'opinion publique espagnole, qui réclamait depuis le début de ce procès des peines très sévères à l'égard des putschistes, mais attention, tous les responsables de ce complot, de ce putsch, n'ont pas été condamnés, mais ça je crois qu'on y reviendra demain. De l'autre côté, et vous en doutez, c'est dans les casernes que ce verdict sera le plus durement ressenti, car il ne faut pas cacher qu'une grande partie des officiers supérieurs de l'armée espagnole avaient pris fait et cause pour les séditieux depuis le début de ce procès. J'ai téléphoné tout à l'heure à Madrid à un officier supérieur, bien sûr favorable à la démocratie, qui m'a affirmé que dans 2 jours à peine, Milan del Bosch et le colonel Terrero seraient exclus de l'armée et insulte suprême pour des militaires, ils seront dégradés en public. Un dernier point, il faut avouer qu'après 3 mois d'un procès tout à fait fleuve et tout à fait riche en incidents, on ne connaît pas toutes les ramifications de ce complot et toutes les responsabilités, et ce verdict, cette sentence intervient à un moment clé, tout à fait clé de la vie politique espagnole, à savoir que l'Espagne vient d'adhérer à l'OTAN, que le PSE, le Parti socialiste de Felipe González, est tout proche du pouvoir, et bien sûr, vous en doutez, dans quelques jours, le mondial. Mais pas d'élu cet après-midi à l'Académie française. Jacques Soustel est arrivé en tête devant le cinéaste Jean Delannoy, mais n'a pu obtenir le nombre de voix nécessaires. L'élection est renvoyée à une date ultérieure. En sport, victoire finale de Michel Mouton dans le rallye automobile de l'Acropole. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, vous l'avez vu, Michel Mouton est une femme qui a devancé un lot très relevé de concurrents masculins. Tour d'Italie, pas de changement, Bernard Hinault toujours maillot rose, même chose dans le critérium du Dauphiné libéré pour Jean-René Bernaudot. Patrick Perret a gagné la 4e étape. Et puis en tennis, une finale américaine samedi entre Andrea Jaeger, que vous voyez ici, qui a éliminé la favorite Chris Evert-Lloyd, qui sert en ce moment, et Martina Navratilova, qui a éliminé, elle, en 41 minutes, la Tchécoslovaque Mandlikova, tenante du titre. Vous voyez la dernière balle qui a vu l'élimination assez étonnante de Chris Evert-Lloyd, qui dominait le tennis mondial féminin ces dernières années. De leur côté, les journalistes sportifs ont fait leur choix tout à l'heure, le prix orange à Yannick. Les rapports du quartet de Vincennes, maintenant, si vous avez joué le 17, le 11, le 7 et le 13, vous pouvez empocher, vous le voyez, près de 150 000 francs dans le bon ordre et un peu plus de 6 000 francs dans un ordre différent. Avec Alain Gillot-Pétret, maintenant, la météo pour demain. Oh, c'est la même qu'hier et ce sera la même sans doute demain, c'est-à-dire des brumes le matin, de la chaleur dans la journée et broum broum, des orages le soir sur ce beau tableau de Van Gogh. En effet, le matin, des brumes et des brouillards partout dans toute la France, avec même des pluies résiduelles, des orages de la veille, c'est-à-dire de ce soir et de cette nuit, puis dans la journée un ciel nuageux à couvert, avec bien entendu des éclaircies, et progressivement, dans l'après-midi, apparition des orages, vraiment partout en France, peut-être davantage au sud-ouest, mais bien peu de régions seront épargnées demain par les orages. Les températures prévues pour demain par la météo nationale sont toujours caniculaires et tropicales, minimum 21 degrés à Brest, maximum 30 degrés à Strasbourg. Si l'on fait la moyenne de tout cela, on n'obtient pas 26 degrés comme hier, mais 27. Demain, vendredi 4 juin, 1 minute de soleil en plus, levé 5h52, couché 21h46, si je lis bien, et c'est la Sainte Clotilde. Voilà, je vous rappelle le titre essentiel de ce journal que nous vous donnions dès le début des 20h, c'est-à-dire les 41 blessés chez Talbot, à Poissy, essentiellement des non-grévistes, à la suite de heurts entre grévistes de la CGT, de la CFDT et non-grévistes, surtout de la CSL, aux usines Talbot de Poissy. Demain, une réunion avec le ministère du Travail autour des parties concernées à Saint-Germain-en-Laye. Voilà, c'est Hervé Claude qui, à 23h15, reviendra sur cette actualité très fournie en ce moment, et j'aurai le plaisir, quant à moi, de vous retrouver demain à 20h. Bonsoir à tous.